Explore the issues driving the future of our planet with the 2050 Investor Podcast. What role do the oceans play in decarbonization? How can sport influence climate decisions? Is nuclear power the key to a carbon-neutral future? My name is Kokou Agbobloa, Global Head of Economics, Cross-Asset and Quant Research at Société Générale. Each month, I bring a survey of the macroeconomic trends impacting the markets and invite you to join me in deciphering today's trends in order to better face the challenges of tomorrow. Vous écoutez Devoir d'enquête, Mehdi Nemmouche, deuxième partie. En Syrie, l'ex-adolescent en souffrance est-il devenu un bon samaritain ? Certains le connaissent sous un autre nom, Abou Omar. Le journaliste français Nicolas Hénin a été séquestré en Syrie. Quand il découvre le portrait de Mehdi Nemmouche, il est pétrifié. Après son arrestation, j'ai été confronté à un certain nombre de documents audiovisuels qui n'ont pas été portés à la connaissance du public et qui m'ont permis de le reconnaître avec une certitude absolue. C'est lui, ça ne peut pas être un autre. En 2013, dans un hôpital désaffecté de Alep, Nicolas Hénin et 3 autres reporters français sont les otages du futur groupe terroriste État islamique. Nemmouche serait un de leurs geôliers. Le plus cruel de tous. C'était son nom de guerre, à savoir Abou Omar. Et c'était celui qui était en charge de me taper quand la réponse aux questions, mes réponses à leurs questions ne leur plaisaient pas. Tout ça équipé de gants de moto flambant neufs qu'il est venu me montrer à la fin en me disant tu vois ces gants de moto, ils sont neufs, je les ai achetés juste pour toi, pour te casser la gueule. Ça t'a plu ? Les anciens otages dénoncent sa cruauté, son narcissisme, sa volonté de devenir un Mera puissance 5. Il va se vanter auprès d'otages européens. J'ai exterminé des gens, j'ai violé des femmes sous les yeux de leur mari, après j'ai tué le mari et la femme, j'ai fait du nettoyage ethnique, c'est son expression d'après les propos qui ont été rapportés par des otages. Donc il se vante de tout ça et il semble, d'après les témoignages, y prendre beaucoup de plaisir. Le braqueur de supérettes radicalisé est-il devenu dans les rangs du futur groupe terroriste État islamique une machine à tuer ? À Paris, son avocat français chargé du dossier des otages le dément formellement. Il ne reconnaît rien, il n'admet pas avoir participé à cette séquestration d'otages, et donc en vertu des droits que le Code de procédure pénale français lui donne, il exerce le droit au silence, ce qui signifie en substance « je suis présumé innocent », vous, l'accusation, prétendez que je suis coupable, apportez vos preuves. L'avocat l'affirme. Mehdi Nemmouche n'est pas Abou Omar. Et les ex-otages, ses prétendues victimes, ne seraient pas du tout crédibles. À Bruxelles, les avocats de Nemmouche ont la même stratégie de défense. Leur client ne serait pas le tueur du musée juif. Et pour tenter de le prouver, ils jettent eux aussi le trouble sur les victimes. La personnalité des victimes peut éclairer sur le mobile de la tuerie. Maître Sébastien Courtois, avocat de Mehdi Nemmouche. On n'a pas enquêté sur les victimes. Myriam Riva a travaillé pour les services secrets israéliens. Et son mari était dans une association qui, selon l'avocat, serait liée au Mossad. Quant à Alexandre Strenz, il a changé de nom. Seraient-ils tous les 3 des agents secrets ?
Ce qu'on essaye de nous vendre en d'autres termes, c'est l'hypothèse de l'attentat antisémite. Bien. Et donc quand vous savez que vous avez des services secrets qui sont en jeu, cela, c'est un élément plus difficile à investiguer que de prendre un pauvre type qui vient des banlieues françaises et de lui mettre évidemment toute cette histoire sur le dos. Mehdi Nemmouche serait donc accusé à tort. Selon la défense, la scène de crime le prouve. Le jour de la tuerie, la porte du musée s'est refermée. Le tueur a touché la porte. Une dizaine de prélèvements ADN ont été faits exactement à l'endroit où le tueur a poussé la porte. Aucun de ces 10 prélèvements n'a donné d'ADN de Mehdi Nemmouche. Mais il a donné de l'ADN d'un inconnu. Selon l'avocat, le tueur inconnu serait un professionnel venu exécuter des agents du Mossad. Nemmouche serait victime d'un complot. Dans le camp adverse, les avocats des familles des victimes n'y croient pas du tout. Selon eux, l'absence d'ADN de Mehdi Nemmouche ne prouve rien. Il prend quand même des précautions, puisqu'on le voit quand même avec une casquette, avec des lunettes de soleil, avec quand même des vêtements qui cachent son apparence, sans doute avec des gants. Maître Christian Dalne, avocat de la mère d'Alexandra Strenz, victime de l'attentat. Donc oui, il ne souhaitait pas être identifié. Et c'est clair qu'il n'y a pas d'ADN forcément. S'il a des gants, on ne sait pas trouver d'ADN. Le tueur portait-il des gants en latex? Peut-être. Quant à l'histoire des agents secrets israéliens... C'est une ineptie. Alexandre Strenz n'est pas du tout un agent du Mossad. C'est un garçon qui a fait des études et puis qui, après, va travailler, qui est engagé au musée juif, qui a la vie d'un homme de 25-27 ans, mais ça n'est pas un agent du Mossad. Alexandre a bel et bien changé de nom. C'était pour des raisons familiales. Selon son avocat, rien à voir avec les services secrets. Quant au couple d'Israéliens, ils fêtaient leurs 17 ans de mariage à Bruxelles. C'étaient de simples comptables. Monsieur n'a jamais travaillé au Mossad et madame a été comptable toute sa vie. Maître David Ramet, avocat des filles du couple Riva, victime de l'attentat. Et à un moment de sa vie a été comptable pour le Mossad. En Israël, il y a énormément de gens qui ont des contacts avec le Mossad qui ne sont pas agents secrets. Au procès, les avocats de la défense vont-ils instrumentaliser le dossier en échafaudant une théorie du complot? Je vois poindre effectivement le spectre du complot, presque du complot juif, j'ai envie de dire. Et donc cela fait naître effectivement des fantasmes d'un assassinat ciblé, d'un contrat qui aurait eu lieu. C'est une façon de faire le procès des victimes. Et ça, à mon sens, ça n'est pas acceptable. C'est une façon comme une autre de se défendre quand on n'a rien d'autre à dire. Mais nous attendions autre chose, puisque Mehdi Nemmouche a dit 100 000 fois qu'il se réserverait la parole et les explications devant la cour d'assises. J'espère qu'il nous donnera autre chose comme explication que cela. Le vrai mobile, il apparaît dans la fameuse vidéo. Le tueur dit qu'il regrette de ne pas avoir pu filmer la tuerie. Ce n'est pas tout. Il montre un drap avec des inscriptions en arabe. La tuerie est clairement revendiquée au nom du futur groupe terroriste, État islamique. Puis, le tueur menace. Ce n'est que le début d'une longue série d'attaques sur la ville de Bruxelles. Nous avons la ferme détermination à mettre cette ville à feu et à sang. À ce moment-là, on déduit qu'il s'agit d'un attentat terroriste, certes visant le musée juif et certes visant donc sans doute avec une connotation antisémite, et qu'il n'est pas non plus impossible de penser que d'autres projets étaient peut-être en cours d'élaboration
pour justement mettre Bruxelles à feu et à sang. Le 22 mars 2016, à Bruxelles, 3 attentats suicides à la bombe font 35 morts et 340 blessés. Pour l'accusation, l'homme qui se camoufle est Nemouche. Était-ce un loup solitaire ? Quand il quitte la Syrie fin 2013, Mehdi Nemouche passe par l'Asie. Il se fait photographier pour endosser le costume d'un simple touriste. Pour ce journaliste d'investigation, c'est un leurre. Et c'est une vieille tactique qu'ont utilisé aussi des membres de commando d'Al-Qaïda par le passé, c'est d'emprunter, au contraire de raccourcis, des itinéraires complexes et en allant à l'opposé de sa destination dans l'espoir de semer et d'éviter d'être catalogué. L'Asie, ce serait pour brouiller les pistes. Mais quand Mehdi Nemouche débarque à Francfort, les douaniers ont la puce à l'oreille. Ils alertent la France. Peut-être qu'on n'a pas pris à ce moment-là, en 2014, la mesure de l'ampleur que ça pouvait générer. On l'a appris après, à nos dépens. Mehdi Nemouche devait être surveillé. Pourtant, il échappe au radar. Dans la commune bruxelloise de Molenbeek, il se planque dans un petit studio. Il prépare son plan en toute tranquillité. La veille de la tuerie, selon l'accusation, c'est lui en costume qui fait un repérage. Quelques jours auparavant, il a contacté un vieux pote qu'il a connu en prison, un malfrat marseillais, un certain Nasser Bendrer. Extrait de l'interrogatoire de Nasser Bendrer de mars 2015. Nemouche m'a dit qu'il lui fallait une calache. Je lui ai dit que j'allais essayer de lui trouver ça. Nasser Bendrer est accusé d'avoir fourni les armes. Est-il le seul complice présumé ? La thèse du loup solitaire s'effondre à la prison de Bruges le 22 mars 2016. Ce jour-là, Mehdi Nemouche regarde la télé. C'est le jour des attentats de Bruxelles. Il voit les terroristes. Il parle à un voisin de cellule, le 10e homme des commandos des attentats de Paris, Salah Abdeslam. Nemouche connaît les terroristes. Alors même que les services de renseignement se posent encore des questions et ne sont pas totalement sûrs de l'identité de deux des hommes qui poussent les chariots, Nemouche, lui, reconnaît Najim Lachraoui et Mohamed Afrini, donne leur nom à travers les cellules à Abdeslam. Désormais, les enquêteurs le savent. Mehdi Nemouche connaît 3 terroristes de Bruxelles. Il en connaît même un 4e, un pion central, le coordinateur des attentats, Abdelhamid Abaoud. Ce document judiciaire le prouve, ils se sont téléphonés 4 mois avant le musée juif. Tous ces éléments prouvent bien que le groupe au cœur duquel se trouve Nemouche projette d'aller commettre des attentats en Europe et que c'est pas la volonté d'un individu tout seul dans son coin ou du vilain petit canard du groupe, mais de l'ensemble du groupe avec l'approbation de la hiérarchie de l'État islamique. Alors certes, c'est une entreprise qu'il fait individuellement, mais nous savons bien qu'il y a des structures derrière, nous savons bien qu'il y a des commanditaires. Nemouche serait le premier terroriste présumé du groupe État islamique à frapper l'Europe. Personne n'a rien vu venir. Pourtant, dès 2012, un responsable de prison l'avait écrit au renseignement français. Nemouche va sortir de prison. Il est prêt à commettre un attentat. Les services ont un peu sous-estimé
la nature de la menace à laquelle il devait faire face. Pourquoi ? Parce qu'en 2012, 2013 et même 2014, qu'est-ce qu'on voit ? Un afflux de jeunes qui partent faire le djihad. Les services vont sous-estimer la menace. Ils ne vont pas percevoir, du moins dans un premier temps, qu'il y a aussi des vétérans du djihad qui, eux, ont 15 ou 20 ans de clandestinité et d'expérience du terrorisme et qui vont projeter des attentats en Europe. Le musée juif, puis Paris et ensuite Bruxelles. Le prix à payer sera très lourd. 166 victimes. Le tueur présumé est actuellement incarcéré à la prison de Leuze. Toujours muet devant les enquêteurs, il s'est montré très bavard avec certains détenus. C'était juste après son arrestation. Il va se vanter en disant il y a 4 juifs en moins sur Terre, et donc il tient ses propos qui semble être un aveu de culpabilité de la part de Nemmouche. J'imagine qu'il contestera les conditions dans lesquelles ses propos ont été recueillis et dira que ses propos ont été déformés, mais ça restera quand même assez gênant pour lui. Au procès, quelle sera l'attitude du tueur présumé face au juré ? Je voudrais savoir pourquoi il a fait ça. C'est surtout pourquoi. Nicole, mère de la famille d'accueil de Mehdi Nemmouche. Comment il est arrivé là, c'est ça. Ce que je comprends pas, donc s'il pouvait me dire pourquoi, comment il en est arrivé à faire un truc pareil. Même pour lui, ça pourrait le soulager peut-être, ou je ne sais pas. Je sais pas. Et puis aussi par égard pour les familles qui ont été touchées. La mère d'Alexandre Strentz espère obtenir des réponses à ces questions. Ce qu'on espère, c'est qu'effectivement, il avoue, puisque les éléments sont quand même confondants, et d'autre part qu'il nous explique qui sont ses complices, qui sont ses commanditaires, et comment il en est arrivé là. C'est tout ce qu'on attend. Les proches de Dominique Sabrier préfèrent garder le silence. Quant aux 2 filles du couple Riva, le plus important pour elles, ce ne sont pas des aveux. Leurs attentes sont une condamnation claire et que justice soit faite. Effectivement, elles veulent une condamnation de l'auteur de l'attentat pour que l'on puisse, effectivement, pour que le processus de deuil puisse se poursuivre, qui est un processus long et difficile. À 33 ans, Mehdi Nemmouche risque la perpétuité. Avec ses avocats, il tentera de semer le doute dans l'esprit des jurés. J'ai la preuve du coup montée et je vais en faire la démonstration. Donc tout cela sera développé devant la cour d'assises. Qu'il soit reconnu coupable ou non, il n'éprouve aucun regret. Ce que je sais, puisqu'il me l'a dit, c'est que il ne changerait rien à sa vie s'il était à refaire. Pas une minute, pas une heure, pas un jour, pas un acte. Voilà. Celui qui n'était personne est devenu un terroriste présumé. Après Mohamed Merah, le voilà comme lui à la une de l'actualité. Les autorités espèrent qu'il ne fera pas d'autres émules. Le 21 mars 2019, Mehdi Nemmouche est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 15 ans. La version de ses avocats, le complot, est jugée comme manquant de vraisemblance et de crédibilité par les jurés. Vous venez d'écouter Devoir d'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Devoir d'enquête est un podcast d'Initial Studio, adapté du programme audiovisuel éponyme produit par la RTBF.
Cet épisode a été réalisé par Martine Ernst et Bernadette Saint-Rémy. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Cypriane Liger. Montage, Johanna Lalonde. Avec la voix d'Emmanuel Rebinder.